Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde Moyen-Orient pour ce jeudi, le 1er février 2024. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé que le gouvernement accorde une grande importance au rôle du secteur privé dans ses plans de développement, soulignant que l'usine japonaise de Yazaki contribue à la localisation des projets de fabrication de composants automobiles conformément à la stratégie nationale de développement de l'industrie automobile. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Salih Ahmed et Aïcha. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que le gouvernement accorde une grande importance au rôle du secteur privé dans ses plans de développement, soulignant que l'usine japonaise de tresse Yazaki contribue à la localisation des projets de fabrication de composants automobiles conformément à la stratégie nationale de développement de l'industrie automobile. M. Madbouli s'est ainsi exprimé lors d'une réunion avec la société japonaise Yazaki Europe Limited, au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative, pour suivre l'état d'avancement du projet de fabrication de tresses automobiles dans le gouvernorat du Fayoum, après que l'entreprise a obtenu en décembre 2022 la licence dorée, dans le cadre des efforts visant à accélérer le rythme de mise en œuvre du projet, dont les investissements s'élèvent à 30 millions d'euros. L'ambassadeur du Japon au Caire, le gouverneur du Fayoum, Ahmed Al-Ansari, le président de Yazaki Europe Limited pour la région Moyen-Orient et Afrique, Munenori Yamada, et le PDG de Yazaki Europe Limited pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Hans Lemons, ont assisté à la réunion. M. Madbouli a souligné son souci de renforcer la délégation de l'entreprise quelques heures après la pose de la première pierre de l'usine de tresse dans le gouvernorat du Fayoum. Il a exprimé aussi son appréciation pour l'engagement de l'entreprise à démarrer la mise en œuvre du projet et le souci du président de l'entreprise d'être présent lors de la pose de la première pierre du projet. Le chef du gouvernement a affirmé au cours de la réunion le soutien du gouvernement à ce projet en vue d'accélérer sa mise en œuvre dans les plus brefs délais, soulignant qu'il avait ordonné au cours de la dernière période de faciliter les procédures d'affectation de terrain à ce projet dans le gouvernorat du Fayoum, afin d'en faire la première zone franche privée. La décision numéro 99 de 2022 du Premier ministre a été publiée pour créer une zone franche privée au nom de Yazaki Egypt Electric Company sur une superficie d'environ 70 000 mètres carrés dans le gouvernorat du Fayoum. Le chef du gouvernement a confirmé à la délégation de l'entreprise de sa disponibilité à fournir tout soutien nécessaire à la création de la nouvelle usine et à toute expansion future. Il a également salué les relations stratégiques entre l'Égypte et le Japon, exprimant son aspiration à attirer davantage d'investissements japonais en Égypte au cours de la prochaine période. Et le ministre de la Santé de la Population, Khaled Abdelghaffar, et son homologue émirati, Abdurrahman Al-Awais, se sont entretenus en marge du salon de Arab Health 2024 qui se tient du 28 janvier au 1er février à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la formation des cadres humains selon les technologies médicales de pointe et la santé numérique, ainsi qu'en matière de recherche en santé, de recherche génomique, d'industrie pharmaceutique, de fourniture médicale et de localisation de l'industrie pharmaceutique. La réunion a également porté sur le soutien apporté aux Palestiniens dans la bande de Gaza en fournissant une aide humanitaire et médicale, en œuvrant à alléger les souffrances du peuple palestinien et en assurant les soins nécessaires aux Gazaouis blessés, ainsi que sur la stratégie d'une seule santé et sur les questions de la couverture maladie universelle, l'expertise fructueuse de l'Égypte dans la mise en œuvre du système de la couverture maladie universelle, des initiatives Vie décente et 100 millions de citoyens en bonne santé.
Et nous passons aux territoires occupés, un centre-ville ravagé, des tirs près des hôpitaux et une population en fuite. Khan Younis est le théâtre hier de combats acharnés sur fond d'appel de l'ONU à maintenir l'aide à Gaza de son agence pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Dans la nuit, des témoins ont fait état de frappes nourries sur Khan Younis, principale ville du sud de la bande de Gaza, où les forces israéliennes au sol tentent de défaire les membres du Hamas. Les combats et les bombardements ont fait 150 morts en 24 heures à travers le territoire. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de la Santé du Hamas. Je cite, des dizaines de raids de l'aviation israélienne ont visé le centre de l'ouest et l'ouest de Khan Younis, faisant des dizaines de morts et de blessés. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement de Hamas. Les équipes de l'hôpital Al-Amal, un des plus importants de la ville, avec le centre médical Nasser, ont rapporté des combats non loin de l'établissement et une pénurie de nourriture. Dans le territoire dévasté et assiégé par Israël, en proie à une crise humanitaire majeure, les bombardements ont poussé 1,7 million de Palestiniens, selon l'ONU, sur un total de 2,4 millions d'habitants, à fuir leur foyer. En parallèle de cette polémique, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar s'activent en coulisses pour tenter de convaincre Israël et le Hamas de s'engager dans une nouvelle trêve après celle d'une semaine en novembre qui avait permis la libération d'otages à Gaza en échange entre autres de prisonniers palestiniens écroués en Israël. Et de retour à notre premier sujet, chers téléspectateurs de notre compte rendu, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a réaffirmé le grand intérêt que porte le gouvernement égyptien au rôle assumé par le secteur privé. Dans ce contexte, il a mis en relief le rôle de la compagnie japonaise Yazaki dans le projet de fabrication de composants automobiles de manière qui convient avec la stratégie nationale pour développer l'industrie automobile en Égypte. Dr Madbouli s'exprimait lors de sa réunion avec une délégation de la compagnie Yazaki Europe Limited Group pour suivre de près la position exécutive de ce projet de fabrication de composants automobiles au gouvernorat de El Fayoum. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, premièrement, comment voyez-vous cette réunion et la poursuite du gouvernement égyptien d'encourager les investissements étrangers à investir en Égypte? Moi, je vois trois avantages. Premièrement, dans le cadre d'encourager le secteur privé pour participer plus activement dans l'économie. Oui. Ça, c'est en premier lieu. Cette industrie est dans cette direction. En second lieu, comme vous l'avez dit, pour encourager les investissements étrangers à venir en Égypte. Et en troisième lieu, pour la localisation des industries et des technologies étrangères en Égypte. Dans tous ces contextes, c'est un projet, bien que ce n'est pas gigantesque, mais oui, ça fabrique des tresses pour les voitures, c'est-à-dire une petite partie, mais ça fait part d'une industrie beaucoup plus grande. Certes, certes. Comment voyez-vous également la tendance et la politique du gouvernement égyptien d'encourager la localisation d'industries étrangères en Égypte et faire de sorte à ce que ça devienne une industrie nationale en Égypte? C'est le seul moyen d'avancer, c'est de augmenter la production. Si jamais on a besoin de savoir-faire, on a besoin de technologie, oui, et on l'importe,
on fait des joint ventures, on fait des coopérations avec des investisseurs étrangers pour introduire leur technologie et leur savoir-faire et pour fabriquer des produits et pour le marché local et pour l'exportation. À mon opinion, ça c'est la direction active vers le mieux de l'Égypte. On se dirige vers exportation, c'est-à-dire production, et ça va venir simplement si jamais on tend les bras aux technologies avancées pour les introduire en Égypte et localiser toutes les industries à base de ça pour servir les marchés locaux et les marchés étrangers. Parfait, Dr Oufgar Farnoutouna, on vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'armée de l'occupation israélienne a indiqué hier avoir frappé dans la nuit des infrastructures militaires en Syrie, dans la province de Daraa, en réponse à des tirs lancés, selon elle, depuis la Syrie. Je cite, la nuit dernière, plusieurs attaques depuis la Syrie vers le sud du plateau du Golan ont été identifiées. En réponse, les avions des forces de défense ont frappé des infrastructures militaires appartenant au régime syrien dans la région de Daraa, a-t-elle déclaré dans un communiqué. L'armée n'a pas donné d'indication sur des victimes ou de dégâts éventuels dans cette région annexée par Israël. Israël commente rarement ses attaques en Syrie, mais dit vouloir empêcher l'Iran de s'implanter à ses portes. Et les Houthis du Yémen ont affirmé hier avoir visé un navire de guerre américain en mer Rouge quelques heures juste après que l'armée américaine a dit avoir abattu un missile. Ils ont lancé plusieurs missiles navals appropriés sur le destroyer américain USS Gravely en mer Rouge, a-t-on affirmé dans un communiqué. Le commandement militaire américain au Moyen-Orient, CENTCOM, avait indiqué plus tôt qu'un missile anti-navire avait été tiré mardi à 23h30 heure de Sanaa, soit 20h30 GMT, depuis les zones contrôlées par les Houthis en direction de la mer Rouge. Je cite, le missile a été abattu par l'USS Gravely DDJ-107. Aucun blessé ni dégâts n'a été signalé, a-t-il ajouté. Les Houthis qui contrôlent de larges pans de territoire yéménite ont mené plus de 35 attaques contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden depuis le 19 novembre, selon le Pentagone, perturbant le trafic maritime dans cette zone essentielle pour le commerce mondial. Ces insurgés proches de l'Iran disent vouloir empêcher les navires liés à Israël de naviguer au large du Yémen en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza en proie à la guerre entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre. Les États-Unis ont déployé des navires de guerre en mer Rouge et mené plusieurs frappes contre des positions des Houthis. Ces derniers ont répété hier qu'ils poursuivraient leurs attaques jusqu'à la fin de la guerre à Gaza. Et aucune organisation ne peut remplacer l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, qu'Israël accuse de cacher des terroristes afin d'aider la population dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a mis en garde mardi une haute responsable de l'ONU. Je cite, il n'y a en aucune manière une organisation capable de remplacer ou de se substituer à la capacité énorme et au tissu de l'UNRWA et à sa connaissance de la population de Gaza. C'est ce qu'a déclaré à la presse la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le territoire, Sigrid Kaag. Et elle s'exprimait au siège de l'ONU à New York après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité dans la bande de Gaza, territoire palestinien totalement assiégé par Israël et en proie à une crise humanitaire majeure. Des quartiers entiers ont été détruits par les bombardements qui ont poussé 1,7 million des 2,4 millions d'habitants à fuir leur foyer selon l'ONU.
Mais les opérations d'aide aux civils de l'UNRWA sont depuis le week-end dernier menacées après qu'Israël a accusé 12 de ses 30 000 employés régionaux d'implication dans l'attaque sanglante du 7 octobre menée par le Hamas. Le gouvernement israélien a accusé mardi l'agence onusienne d'être fondamentalement comprise en laissant notamment le Hamas utiliser ses infrastructures pour mener ses activités militaires. 12 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, ont annoncé la suspension de leur aide à l'UNRWA. Une réunion à huis clos de ses principaux donateurs est prévue mardi à 17h au siège de l'ONU à New York à l'initiative du secrétaire général Antonio Guterres pour tenter de maintenir le financement de l'organisation. L'UNRWA a de son côté licencié la plupart des salariés concernés et promis une enquête. Et c'est ainsi que prend fin, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.